Bonjour, alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons traiter le sujet de DNB du 18 juin 2021 du centre étranger. Alors elle est constituée de 5 exercices, vous allez le voir. L'exercice 1, vous essayez de le faire en 25 minutes. C'est un exercice qui est assez global, hein. Vous avez plusieurs questions dessus. C'est sur l'arithmétique, transformation géométrique, sur le volume, la trigo et quelques fractionnaires. Ensuite, l'exercice 2, elle est sur 20 points. Vous le faites en 20 minutes, c'est sur les probas. L'exercice 3, vous essayez aussi de le faire en 20 minutes. Vous allez traiter de l'algorithmique, le calcul littéral, les équations et les équations produits. L'exercice 4, vous essayez de le faire aussi en 20 minutes. Traite sur Thalès, plus vitesse et pourcentage. Et enfin, le 5e exercice, vous essayez de le faire en 25 minutes. C'est un exercice qui traite sur les fonctions. Alors, comme d'habitude, vous respectez les horaires, le temps pour chaque exercice. Vous essayez aussi de le faire correctement sur feuille comme feuille d'examen et non pas brouillon, évidemment. À l'issue de ces 2 heures-là, soit vous finissez avant 2 heures et tant mieux, soit vous finissez pas et c'est pas grave, l'essentiel, vous essayez de traiter le maximum. Ensuite, vous allez visionner les corrections, comme on l'a fait comme d'habitude. Je vais mettre dans le lien le sujet et aussi je vais minuter les exercices, comme ça vous pouvez passer rapidement d'un exercice à un autre. Donc voilà, je vais commencer tout d'abord par présenter le sujet en entier et ensuite on corrige. Bon courage. Donc voilà le sujet. Vous avez l'en-tête ici. Là, on vous explique que le sujet, déjà, dès le départ, il faut s'assurer que dès qu'on vous le remet, que l'atelier est complet. Il comporte une page, 1, 8, 8, 8. Donc on s'assure que déjà, j'ai 8 pages et l'annexe se trouve à la page 8. Donc, voilà. On a bien 8 pages, 8 sur 8, et l'annexe se trouve à la page 8. Très important de d'abord vérifier avant de commencer la lecture du sujet en entier. Ensuite, donc là, on vous explique sur les modalités de la calculatrice, chaque exercice avec le nombre de points. Et on vous dit que là, l'encadré qui est très important à lire aussi, l'évaluation prend en compte la clarté et la précision des raisonnements, ainsi que plus largement la qualité de la rédaction. Très important de bien écrire. Écrivez, s'il vous plaît, lisiblement. Utilisez des couleurs, genre exercice avec une couleur, exercice 1 couleur, souligné, vous commencez à écrire. Écrivez pas vite, ça sert à rien d'écrire vite. Appliquez-vous. Pour ça, d'où les entraînements ici en respectant le temps de chaque exercice. Ça permet aussi d'apprendre à rédiger et écrire correctement. Ensuite, la deuxième partie de l'encadré dit que on prend en compte les essais et les démarches engagées, même non abouties. Donc là, ça veut dire que même si on vous demande de montrer que le résultat est de temps et que vous, dans vos calculs, vous ne trouvez pas ce résultat-là, c'est pas grave, peut-être qu'il y a eu juste une erreur de signe. Donc vous écrivez vos calculs, vos démarches. Après, bon, vous n'arrivez pas au résultat, ce n'est pas grave. L'essentiel, en fait, il y a la méthode prise en compte. Et enfin, toutes les réponses doivent être justifiées, sauf mention contraire. Là aussi, chose très importante. Même si on ne vous dit pas justifier les calculs, vous devez les justifier. Sauf mention contraire, ça veut dire que si dans l'exercice on vous dit il n'y a pas besoin de justifier. Par exemple, ici dans l'exercice 1, on écrit ici que chaque question est indépendante et aucune justification n'est demandée. Donc je vous laisse le soin de lire le sujet en entier et bien sûr de commencer toujours par l'exercice qui vous paraît le plus simple. Ne commencez pas systématiquement par exercice 1 parce que c'est l'exercice 1. Vous lisez le sujet en entier et vous commencez par l'exercice qui vous paraît le plus simple. Voilà.
Donc maintenant, on va passer à la correction, hein, exercice par exercice. Donc voici notre premier exercice. Donc on avait vu tout à l'heure qu'on dit que chaque question est indépendante et aucune justification n'est demandée. C'est-à-dire que là, vous pouvez commencer par la question qui vous paraît simple aussi. Donc nous, c'est pas grave, on va commencer par la première question. Donc la première question, on me demande de décomposer 360 en produit de facteur premier. Bien évidemment, on peut utiliser la calculatrice, hein, puisqu'on ne demande aucune justification est demandée. Mais là, quand même, 360, faire rapidement. Donc 360, je sais que 360, c'est 36 fois 10. Que 6, c'est 6 au carré fois 10, c'est 2 fois 5. 6 au carré, c'est 2, le tout au carré fois 2 fois 5. Qu'on peut distribuer la puissance de la multiplication. On aura 3 au carré fois 2 au carré fois 2 fois 5. Et donc on aura 2 au carré fois 2, ça fait 2 puissance 3. 3 au carré fois 5. Passons maintenant à la deuxième question. Donc la deuxième question, on vous dit qu'à partir du triangle BEJ, celui-là, qui est rectangle isocèle, on obtient ce pavage. Donc la question A, quelle est l'image du triangle BEJ par la symétrie d'axe BD? Cette symétrie-là. Alors on voit bien que BEJ, l'image de BEJ, c'est BFJ. Même si on ne me demande pas la justification, voilà, on va justifier quand même. Hein. Le point B et le point J se trouvent sur l'axe. Donc c'est des points invariants, ils ne changent pas. Donc l'image de B c'est lui-même, l'image de J c'est lui-même. L'image de E c'est F. Pourquoi? Tout simplement parce que comme J est un angle droit, hein, donc on fait une projection. Et comme c'est un triangle rectangle isocèle, c'est-à-dire que ce côté égale ce côté, et ce côté égale ce côté, donc ce côté-là égale ce côté-là. Et donc l'image de E par la symétrie axiale BD, c'est F. Et donc BEJ, c'est BJF. Voilà pour la justification. Mais bon, comme on ne me le demande pas, hein, ce n'est pas grave. On l'écrit tout simplement. L'image de BEJ par la symétrie d'axe BD et le triangle BFJ. Et voilà pour la question A. Maintenant, question de B. Toujours en regardant cette figure, on vous dit quelle est l'image du triangle AMH. Celui-là. Par la translation qui transforme le point E en point B. Alors la translation qui transforme le point E en point B, c'est cette translation. Donc, même chose que tout à l'heure. Si elle transforme le point E au point B, c'est-à-dire elle va transformer le point A en point E, le point H au point M et le point M au point F. Donc le triangle il va glisser, il va devenir ce triangle-là. Donc là, la même chose, la rédaction. L'image du triangle AMH par la translation qui transforme le point E en B et le triangle EMF.
Passons maintenant à la question 2C. On vous dit par quelle transformation passe-t-on du triangle AIH, donc déjà on enlève ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, par quelle transformation passons du triangle AIH, celui-là, au triangle AMD. Alors déjà, là, qu'est-ce qui se passe? On voit bien que là, on a agrandi le triangle. Il y a un agrandissement. Alors la seule transformation qui est agrandie, c'est l'homothétie. Hein, la translation, la symétrie, que ce soit axiale ou centrale, la rotation, n'agrandissent pas, ne déforment pas la figure. En fait, la figure, elle va rester telle qu'elle est. Les mêmes mesures, il n'y a pas de problème. Seul l'homothétie agrandit ou réduit la figure. Donc c'est un agrandissement. Là, la transformation qui transforme le triangle AIH en AMD est une homothétie. Pourquoi? Parce qu'il y a un agrandissement. Et de toute façon là, hein, on a dit pas de justification, donc on ne justifie pas, hein, c'est pas grave. Question 3, c'est un calcul fractionnaire, normal. Alors, ceux qui sont tentés de le faire par la calculatrice, on donnera les résultats sous la forme à calculer en détaillant les étapes. Là aussi, hein, si vous pensez que vous rentrez ces valeurs-là dans la calculatrice, vous avez le résultat final. Non, parce qu'on vous dit détailler les étapes. Donc vous êtes obligé de détailler les étapes. Bon, ici, on va le faire. C'est pas problématique. Donc on a 7 demi plus 15 sixième fois 7 25e. Donc là, dans ce calcul-là, on a d'abord un produit, somme produit. Donc on va commencer par le produit. Mais je ne vais pas multiplier directement. Là, je vois que j'ai 15, là j'ai 25. On peut simplifier. Donc quand on peut simplifier, on simplifie d'abord avant de commencer quoi que ce soit comme calcul. Donc le 15, je sais que c'est égal à 3 fois 5. Le 6, je sais que c'est égal à 3 fois 2. Le 7, il va rester lui-même. 25, c'est 5 fois 5. On commence par simplifier. Donc le 3 qui est là va partir avec ce 3-là. Le 5 qui est là va partir avec ce 5-là. Et là, attention, hein, parce que souvent les élèves ont tendance à dire là, j'ai simplifié, donc il ne me reste rien. Donc c'est 0. On simplifie, ça veut dire on divise. Donc, ça veut dire en fait là, ici, il vous rester 1. Donc on réécrit les calculs. Donc on aura 7 demi plus 1 demi fois 7 cinquième. Donc là, maintenant, je vais avoir 7 demi plus 7 sur 2 fois 5. Pour mettre au même dénominateur, donc ça veut dire là, je multiplie par 5. Et là, je multiplie par 5. Et donc, on va obtenir 35 plus 7, le tout sur 10. 35 plus 7, ça fait 42 sur 10. 42, je peux l'écrire, c'est 2 fois 21 sur 10, 2 fois 5. On simplifie les deux. Et ça me donne 21 cinquièmes. Et là, elle est réductible. Et je ne peux plus rien faire. Passons maintenant à la quatrième question. Alors, dans la quatrième question, on vous dit, on indiquera sur la copie l'unique bonne réponse, sachant que le diamètre de la Lune est d'environ 3474 km. La valeur qui approche le mieux son volume. Donc, on vous donne 4 réponses possibles. Donc là, tout simplement, si vous ne connaissez pas la formule du volume, vous avez du problème à faire. Donc, le volume d'une sphère ou d'une boule, c'est 4 tiers pi
fois le rayon au cube. Donc je remplace 4 tiers pi fois... Alors le rayon c'est 3474 divisé par 2, hein, le tout au cube. Pourquoi je fais ça? Parce que ça, le diamètre de la Lune, donc le diamètre en rayon divisé par 2. Donc si j'utilise maintenant, bon, malheureusement là je ne peux pas le faire de tête, hein, donc on va utiliser la calculatrice. En utilisant la calculatrice, on verra que ça s'approche de 2,2 fois 10 puissance 10 km3. Et donc c'était la réponse D. Bon, il nous reste la dernière question en utilisant l'annexe. Alors dans cette cinquième question, on vous dit considère un triangle RST rectangle en S et on me demande de compléter cette annexe. On arrondit la valeur de l'angle à l'unité. Alors on va essayer de faire un petit schéma qui représente notre situation. Donc on a un triangle RST rectangle en S, donc là c'est S, RST, on a RS qui est égal à 10, ST qui est égal à 24 et TR qui est égal à 26. Et là j'ai un angle droit. Pour calculer les mesures des angles, ici on va utiliser la trigonométrie. Là on a les trois côtés. Donc on a l'embarras du choix ici de ce qu'on peut utiliser. Alors pour chercher le STR, on va utiliser sinus, cosinus ou tangente, peu importe. Donc par exemple ici, moi je vais utiliser le sinus. Donc je sais que le sinus de STR, donc c'est l'angle T, hein, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc on va avoir 10 sur 26, ce qui fait que l'angle T, c'est, suivant le modèle de la calculatrice, soit c'est marqué arc sinus, soit c'est sinus moins 1 de 10 sur 26. Alors là, faire attention, s'assurer que la calculatrice est en mode degré et non radian, hein. Sinon les calculs seront faux. Alors en utilisant ça, on va trouver T environ égal à 23 degrés. En fait c'est 22,619 et comme on vous dit l'angle à l'unité, donc on arrondit à l'unité. Passons maintenant à l'angle SRT, donc cet angle-là. Donc ici, on écrit à peu près 23 degrés. Alors, bon, on peut utiliser le fait que dans la somme des triangles dans un angle, la somme des angles dans un triangle est de 180 degrés, et donc on va faire 180 moins 90 moins 23 degrés pour trouver celui-là, il n'y a pas de problème. Sauf que c'est à éviter, pour la simple et bonne raison que si vous vous trompez ici, donc vous allez forcément vous tromper là. Donc il faut refaire les calculs, ce n'est pas grave, hein, donc c'est pas voilà, je refais mes calculs en haut. Donc là, on cherche l'angle R, donc soit j'utilise sinus, cosinus ou tangente, peu importe, j'ai les mêmes. Donc là, par exemple, je vais utiliser le cosinus pour changer. Alors, cosinus de l'angle R, c'est le côté adjacent, donc le côté adjacent à R, c'est SR, et hypoténuse, c'est toujours TR, donc on aura toujours 10 sur 26. Et donc, R est égal à soit arc cos, soit cos moins 1 de 10 sur 26. On va trouver environ 67 degrés. Le périmètre d'un triangle, c'est la somme des côtés. Donc la somme des côtés, on avait RS plus ST
plus RT. Hein, donc ça me faisait 26 plus 24 plus 10, donc c'est égal à 60 mm. L'aire du triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc la base ici, c'est SR. La hauteur, c'est TS. Donc on aura SR fois TS divisé par 2, ce qui me donne 10 fois 24 divisé par 2, qui me donne 120, puisque c'est linéaire, millimètres carrés. Donc voilà, concernant le premier exercice. Voici l'exercice 2, donc il est composé de deux parties. Donc la première partie, on dit que dans cette première partie, on lance un dé bien équilibré à 6 faces numérotées de 1 à 6. On note le numéro de la face du dessus, donner sans justification les issues possibles. Dans cet exercice-là, voilà, on sait très bien que quand on lance un dé à 6 faces, on a 6 issues, 1 possible. Donc là, l'univers appelé oméga est constitué des nombres suivants: 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans la question 2, on vous dit quelle est la probabilité de l'événement A on obtient 2. Alors, on essaie d'expliciter le A. Donc A, on obtient 2, ben, c'est juste, voilà, il est constitué d'un seul élément. Donc la probabilité de A, c'est les cas favorables sur les cas possibles. Donc les cas favorables à A, ben, on a un seul cas, donc c'est 2, donc on a un seul élément sur 1, 6. Dans la question 3, quelle est la probabilité de l'événement B? On obtient un nombre impair. Donc on va expliciter le B. Donc B, les nombres impairs sont 1, 3 et 5. Donc la même chose, la probabilité de l'événement B, c'est les cas favorables à B sur les cas possibles. Alors les cas favorables à B, on a, c'est 1, 3 ou 5, donc c'est 3 sur 6, qui est égal à 1 sur 2. Donc voici la partie 1. Passons maintenant à la partie B. Alors dans la partie B, on vous dit que on lance simultanément deux dés bien équilibrés à 6 faces, un rouge et un vert. On appelle score la somme des numéros obtenus sur chaque dé. Dans la question 1, quelle est la probabilité de l'événement C? Le score est 13. Après, comment appelle-t-on un tel événement? Alors, déjà, C, alors, pour la question 1, l'événement C, le score est 13. Ben, C, c'est l'ensemble vide. Tout simplement, je ne peux pas avoir 13. Je lance 2 dés. Le maximum dans le dé, c'est 6. 6 plus 6, c'est 12. Donc le maximum que je peux obtenir, c'est 12. Donc je ne peux pas avoir plus que 12. Donc ça, c'est l'événement. On appelle ça un événement impossible. Ensuite, dans la question 2, dans le tableau donné en annexe, on remplit chaque case avec la somme des numéros obtenus sur chaque dé. Compléter sans justifier le tableau dans l'annexe à rendre avec la copie. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc on va le compléter. Donc étant donné que c'est une somme, donc là je vais avoir 2. Ensuite là la même chose, 3, 4, 5, 4, 5, 9, 5, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 10, 11 et enfin 12.
Comment j'obtiens ça rapidement, hein, c'est la somme. C'est 1 plus 1 plus 2, 1 plus 3 pour remplir celle-là. Ensuite, là, c'est 2 plus 1, 2 plus 2, 2 plus 3 pour remplir celle-là, et ainsi de suite pour remplir c'est tout le tableau en faisant la somme des numéros qui sont là avec ceux qui sont là. Ça, c'était la question A. Passons maintenant à la question B. Donc, dans la question B, donner la liste des scores possibles. Donc là, on va marquer les scores. Donc les scores possibles ici, donc on voit bien que c'est 2, 3, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et enfin un 12. Passons maintenant à la question 3. Donc 3A, détermine la probabilité de l'événement D, le score est 10. Alors, déjà l'événement D, pour obtenir l'événement D, le score est 10. Alors le score est 10, il est là. On voit bien que j'ai 3 issues possibles. Quand j'ai 4, 6, 5, 5 et 6, 4. Alors, 4, 6, 6, 4, ils sont différents. Pourquoi? Parce que là, ça veut dire le D rouge est 4, et là, le D vert est 6. Là, en fait, c'est le D rouge et 6, D vert et 4. Donc, étant donné que c'est deux D différents, donc je vais écrire les issues du D. Donc, c'est soit le premier c'est 4, le deuxième c'est 6, soit les deux me donnent 5, soit le premier c'est 6 et le deuxième c'est 4. Donc, on voit bien qu'on a 3 issues possibles. Donc la probabilité de l'événement D, c'est les cas favorables sur les cas possibles. Alors les cas favorables ici, on voit bien qu'on a 3. Et les cas possibles, hein, si je regarde le nombre de cas ici, on a 36 possibilités. Hein, c'est 6 fois 6. Donc on aura 3 sur 36 que je peux simplifier par 3 qui me donne 1 sur 12. Ensuite, le 3B, détermine la probabilité de l'événement E. Alors, l'événement E, on vous dit que le score est un multiple de 4. Alors, score multiple de 4, c'est quoi? Alors, soit j'ai 4 ici, soit j'ai 8, soit j'ai 12. Donc, on ne va pas tous les noter, mais je vais juste rapidement écrire. Donc, la probabilité de E, c'est les cas favorables à E. Donc, les cas favorables à E, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 cas possibles sur les 36 qui me donnent un quart. Et enfin, on essaie de déterminer le score obtenu, démontrer que le score obtenu a autant de chances d'être un nombre premier qu'un nombre strictement plus grand que 7. Alors déjà, nombre premier, donc si je cherche les nombres premiers, je sais que les nombres premiers c'est quoi? C'est soit j'ai 2, soit j'ai 3, soit j'ai 5, soit j'ai 7, soit j'ai 11. Donc là, si on comptabilise, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc on a 15 possibilités. Donc la probabilité ici, c'est de 15 sur 36. Ensuite, un nombre strictement plus grand que 7. Nombre strictement plus grand que 7. Donc ici, nombre strictement plus grand que 7, c'est 8, 9, 10,
11 et 12. Donc, je cherche la probabilité. Donc, ce sera toujours sur 36. Non, plus grand que 7, c'est ça. Donc, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cas possibles. Et non, on a bien 15 sur 36. Donc, on a bien la probabilité d'obtenir un nombre premier. C'est la même que d'avoir un nombre strictement plus grand que 7. Et voici l'exercice 2. Passons maintenant à l'exercice 3. Donc là, on vous dit qu'un professeur propose à ses élèves 3 programmes de calcul, dont 2 sont réalisés avec un logiciel de programmation, Scratch, et le troisième, un langage naturel. Donc dans la question 1A, montre que si on choisit 1 comme nombre de départ, alors le programme A affiche pendant 2 secondes, on obtient 3. Bon, alors si je prends le programme A, si je choisis le nombre choisi, c'est 1. Donc, vous avez la valeur 1 reçoit 1 plus le nombre choisi. Donc, c'est 1 plus 1 est égal à 2. Ensuite, la valeur 2 reçoit 3 fois la valeur 1, sauf que la valeur 1, c'était 2. Je répète ici, le nombre choisi au départ, c'est 1. Ici, valeur 1, mettre à valeur 1, 1 plus le nombre choisi, c'est-à-dire la valeur 1 reçoit la valeur de 1 plus le nombre choisi. Le nombre choisi, c'était 1. 1 plus 1 égale 2. Ensuite, la valeur 2 reçoit 3 fois la valeur 1, et la valeur 1, on la vient de la calculer, c'était 2. Donc, ça en est 6. Et enfin, le résultat, il reçoit la valeur 2, donc c'était 6 moins 3. Et 6 moins 3, ça me donne 3. Donc, comme ici, on obtient résultat. Donc, résultat, c'est 3. Donc, on obtient bien 3. Ça, c'est le programme A. Passons maintenant au programme B. Alors, le programme B, il dit qu'on obtient moins 15 si on choisit 2. Donc, on va le faire. Alors, on a choisi 2. Donc, la valeur 1 reçoit le nombre choisi, donc c'est 2 plus 3. Ça me donne bien 5. La valeur 2 reçoit, donc elle reçoit le nombre choisi, donc le nombre choisi c'est 2 moins 5. 2 moins 5, ça me donne moins 3. Après le résultat, qu'est-ce qu'il reçoit? En fait, le produit des valeurs 1 et valeur 2. Donc valeur 1, c'est 5, fois valeur 2, c'est moins 3. Et on obtient bien moins 15. La question, on va utiliser cette fois-ci avec un calcul x au départ. Alors, je choisis x. On aura un le principe. Donc, on a les 3 programmes de calcul. Le programme A, on choisit
choisissant 1, on obtient 3. Le programme B, en choisissant 2, on obtient moins 15. Et enfin, le programme C, en choisissant X, on obtient 6X, 1 plus 3. Alors, donc là, c'était plutôt la question 2. Alors, passons maintenant à la question 3. Dans la question 3, on indique un élève affirme qu'avec un des 3 programmes, on obtient toujours le triple du nombre choisi. A-t-il raison? Alors que je regarde les 3 programmes. Le premier programme, en choisissant 1, on obtient 3. Là, on voit bien que le résultat, c'est un multiple de 3. Donc là, on peut conjecturer que oui, on obtient un multiple de 3. Dans le programme, on choisit 2, on obtient moins 15. 1, on voit bien que moins 15 n'est pas un multiple de 2, c'est 6. Dans le programme C, on a 6x plus 3. On voit bien que si je sors 3 en facteur, on va obtenir x plus 1. Sauf que au départ, on a x, et là, c'est le triple de x plus 1. Donc, ce n'est ni le programme B, ni le programme C. Ça peut éventuellement être le programme A, mais je ne peux pas dire qu'il a raison, parce que là, on a juste conjecturé par rapport à un seul nombre. On a pris 1, on arrive à 3. C'est pour ça que je dis, on conjecture que oui. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un calcul littéral en utilisant le programme A. Donc dans le programme A, on va l'appliquer avec x. Donc si le nombre choisi au départ, c'est x. Donc valeur 1, elle va recevoir 1 plus x. Valeur 2 va recevoir 3 fois la valeur 1, donc c'est 3 fois 1 plus x. Et enfin, le résultat va recevoir valeur 2, donc c'est-à-dire ça, 3 fois 1 plus x, moins 1, 3. Alors si je distribue, on va avoir ici 3 plus 3x moins 3. 3 et moins 3 disparaît, donc on aura résultat, c'est 3x. Donc la valeur de départ, on a choisi x, et on arrive à 3 fois x. Donc on obtient bien un multiple du nombre choisi au départ. Passons maintenant à la question 4. Alors, 4a, on me demande de résoudre une équation produit. Donc, x plus 3 facteur de x moins 5 égale 0. On rappelle que un produit est nul si seulement si un des facteurs est nul. On aura soit x plus 3 égale 0 ou bien x moins 5 égale 0. Donc, ça veut dire que x égale moins 3 ou x égale 5. Ensuite, la 4b, par quelle valeur de départ le programme B affiche-t-il 0? Alors, si je prends le programme B et on le regarde, donc le programme B, si on choisit un nombre, au départ c'est x, donc c'est la valeur 1, c'est le nombre choisi plus 3, donc c'est x plus 3. La valeur 2, c'est nombre choisi, donc x moins 5. Donc ça veut dire que le programme B, c'est quoi? Si j'applique le programme B avec x, le résultat, c'est quoi? C'est x plus 3 facteur de x moins 5. Il suffit juste de remplacer ici le nombre choisi par x. X, x. Et donc, comme on dit là, pour quelle valeur de départ le programme B affiche-t-il? On obtient 0. Ben, on obtient 0 avec moins 3 et 5 d'après la question A. D'après 4A, on obtient 0
si on choisit moins 3 ou bien 5. Enfin, la dernière question. Par quelle valeur de départ le programme C affiche-t-il le même résultat que le programme A? Donc, programme A égale programme C. Si et seulement si. On a dit programme A, c'est 3x. Le programme C, c'était 6x plus 3. Donc, on résout une équation. Donc là, le 6x, j'en ai pas besoin, donc je rajoute moins 6x des deux côtés. Donc, on va obtenir ici moins 3x égale 3. Et au final, x égale 3 sur moins 3, moins 1. Donc, le programme A égale au programme C, 6x égale à moins 1. Et voilà le travail. Passons maintenant au quatrième exercice. Donc là, on dit que Aurélie fait du vélo en Angleterre au col de Hardknott, partie d'une altitude de 251 mètres, et arrivera au sommet à une altitude de 393 mètres. Sur le schéma ci-dessus, il n'est pas en vraie grandeur. Les points de départ représentés par les points A et le sommet par le point E. Aurélie est actuellement au point D. On vous dit que les droites AB et DB sont perpendiculaires, la même chose AC et EC. Les points ADB, ADE, ABC sont alignés et on vous donne les distances A et DB. Dans la question 1, on vous demande de justifier que le dénivelé corrélé aura parcouru, c'est-à-dire la valeur EC est égale à 142 mètres. Donc là, c'est un calcul rapide. On voit bien que EC, c'est quoi? C'est 393 moins 251 et on obtient bien 142 mètres de dénivelé. Ensuite, passons à la question 2. Prouver que les droites sont parallèles. Là, c'est une propriété que vous connaissez très bien. Donc, on a la droite DB est perpendiculaire à la droite AC. Et la droite EC est perpendiculaire à la droite C. Deux droites perpendiculaires à la même droite. Donc là, ça veut dire que DB est parallèle à EC. Ensuite, on passe à la question B. On vous dit que la distance corrélée doit parcourir, c'est-à-dire la longueur des E, est environ 516 mètres. Alors ici, on ne peut pas calculer directement un DE. On va d'abord calculer AE, et ensuite, par soustraction, on aura un DE. Alors déjà, on a les points A, E, ainsi que les points A, B, C sont alignés. Les droites B parallèles à C. Donc, d'après le théorème de tout à l'heure, on a les rapports suivants. AD sur AE égale AB sur C égale DB sur E. On commence par remplacer par les valeurs. AD, on a, c'est 51,25. AB sur AE, AE n'a pas. AB, pour l'instant, on l'a pas. AC, on l'a pas. Et EC, on vient de le calculer, c'est 142.
Alors, nous, on a besoin de la longueur AE, donc je prends cette égalité-là, et on utilise un produit en croix, donc on aura E égale 142 fois 51,25 divisé par 11,25. Ce qui nous donne environ 640 mètres. Là, c'est la longueur AE. Maintenant, on cherche les E. Comme A, D, E, centimètres. Alors, on a bien AD plus DE égale AE. La longueur des E, c'est AE moins AD. Donc, c'est 647 moins 50. Et là, ça me donne bien environ 596 mètres. Passons maintenant à la question 3. Dans la question 3, vous utilisez pour des E en longueur 596, sachant qu'il y a roule à vitesse moyenne de 8 km/h, si elle part à 55.d, à quelle heure arrivera-t-elle au point E? On arrondira à la minute. Alors là, on sait très bien que la vitesse, normalement c'est la distance divisée par le temps. Là, le temps, donc le temps, c'est la distance divisée par la vitesse. Donc là, parcouru, c'est 596 mètres, donc c'est 0,596 divisé par le temps, par la vitesse, et la vitesse est km par heure, par 8. On obtient 0,0745 heures. En multipliant ça par 60, ça va, et à combien de minutes? Ça nous donne environ 15 minutes et 28 secondes. Donc là, si à part le départ, on peut D est à 9h55. Si je rajoute 4 minutes 28 secondes, on arrivera à 9h59 minutes. Hein, j'arrondis à la minute. Donc, la question 3. Dans la question 4, on vous dit que la pente d'une route est donnée par cette formule-là. Et là, on vous donne un exemple. Par exemple, ici, on a un dénivelé de 26 mètres, la longueur est de 200 mètres, donc la pente est de 13%. Donc on la calcule en divisant le dénivelé par la longueur horizontale parcourue. La pente, elle s'exprime en pourcentage et on me demande de démontrer que la pente de la route parcourue par Orillet est de 22,5%. Alors déjà, on écrit la formule. Donc la pente égale, donc le dénivelé, c'était la longueur CE, et sur la longueur AC. La longueur CE, donc le CE, on l'avait calculé tout à l'heure, donc c'était 142 sur AC. Le problème, c'est que AC, on ne l'a pas calculé encore. Donc on va voir deux méthodes. La méthode 1, en utilisant le terme de Thalès. Alors, en reprenant toujours les points alignés et les parallèles, l'égalité des rapports, c'était AB sur AC égale AD sur AE égale BD
sur CE. Alors, AB, on ne l'avait pas. AC non plus. AD, 51,25. Sur AE, donc on l'avait calculé tout à l'heure, 647,25. Égale, alors, BD, 11,25. Et EC qui est égal à 142. Alors, donc ici, en fait, ce qu'il me manque, il me manque le AB. Alors le AB, on peut le trouver ici en utilisant Pythagore. Donc on aura AB au carré égale AD au carré moins DB au carré. Hein, pourquoi? Parce que le triangle ABD est rectangle B. Donc, on va trouver qu'après calcul, que AB égale 1, 7. Il suffit ensuite de le remplacer. Donc, on aura 50 sur AC égale 11,25 sur 142. Et donc, ça veut dire que AC égale 50 fois 142 divisé par 11,25. Hein, j'ai choisi d'utiliser ça tout simplement. Pourquoi? Parce que ici, la valeur de ça, c'était pas une valeur exacte, mais c'est une valeur approchée. Donc après calcul, on va trouver que AC égale environ 631,1 mètres. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va remplacer. On sait maintenant que la pente égale CE, donc 142, divisé par 631,1. Et là, je sais que ce calcul-là est égal à environ 0,225. Et 0,225, c'est 22,51%. Donc là, c'était la méthode 1 avec Thalès. Maintenant, on va utiliser une deuxième méthode. Donc la méthode 2, c'est en utilisant la trigonométrie. Alors, je vous explique. Ici, je cherche la longueur AC. La longueur AE, on l'avait calculé tout à l'heure. On sait que c'est à peu près 646,8 mètres. Du coup, si je connais cet angle-là, par exemple, donc je pourrais connaître AC en utilisant le sinus. Donc la question c'est, que vaut cet angle-là? Alors, si je prends ce triangle ABD qui est un grand D, on a AD qui est l'hypoténuse, et on a BD qui est le côté opposé. Donc, ce qui fait que je peux trouver cet angle-là. Donc, dans le triangle ABD, rectangle en B, on a deux points. Le sinus de l'angle A, c'est quoi? C'est BD sur AD. Donc, ça veut dire que A, c'est sinus moins 1. Le BD, c'était 11,25. Et AD, 51,25. Ce qui me donne environ 12,68 degrés. Maintenant, dans le triangle
CE rectangle en C, on a la tangente de l'angle A égale CE sur AC. Et comme nous, on cherche AC, d'où AC égale CE sur tangente A, on remplace et on aura à peu près 142 sur 0,225 qui me donne à peu près 631,1 mètres. Donc finalement, si je remplace, on trouve la pente qui est égale à CE 142 environ, bien évidemment, sur 631,1 qui me donne à peu près 0,225. Or, 0,225 n'est autre que 22,5%. On trouve la même valeur que dans le calcul de tout à l'heure. Donc voilà, en fait, il y avait deux façons de faire. À vous de voir quelle était celle qui vous pensez la plus simple à utiliser. Passons maintenant au dernier exercice. Alors, dans cet exercice-là, on vous dit qu'une station de ski propose à ses clients 3 formules pour la saison d'hiver. Formule A, on paye 36,50 € par journée. La formule B, on paye 90 € par un abonnement Ski Plus pour la saison. Ensuite, 18,50 € par journée. Et enfin, la formule C, on paye 448,50 € pour un abonnement Ski Total qui permet ensuite un accès gratuit à la station pendant toute la saison. Donc, à partir de là, on va essayer de répondre aux questions qui suivent. Donc la question 1, Marin se demande quelle formule choisir cet hiver. Il réalise un tableau pour calculer le montant à payer pour chacune des formules en fonction du nombre de journées de ski. Compléter, sans justifier, là aussi, le tableau fourni en annexe à rendre avec la copie. Donc on va mettre le tableau et on va le compléter au fur et à mesure. Alors, pour compléter ce tableau-là, là on me demande, il n'y a pas, là on me dit sans justification. Mais bon, là on va essayer de quand même justifier pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, ici, la formule A, on vous dit on paye 36,50 € la journée. Donc 2 journées, je multiplie ça par 2. Donc 6 journées, je multiplie ça par 6. 10 journées, je multiplie ça par 10. Donc ici, on va obtenir 6 fois 36,50 € qui me donne 219 €. Et là, 10 fois 36,50 € qui me donne 365 €. Passons maintenant à la formule B. La formule B, on paye 90 € en abonnement. Ensuite, 18,50 € la journée. Donc ça veut dire que là, je vais avoir 90 €. Je rajoute 18,50 fois 6. Et donc, ça va me donner 210 €. Donc, j'ai réécrit les calculs du premier, les résultats propres. Donc, ici, la même chose, on va voir 90 plus 10 fois 18,50 €. Et si je calcule tout ça, eh ben, ça va me donner 275 €. Et enfin, le dernier, il est fixe. On paye 448 € pour un abonnement, ce qui est total. Après, donc ça veut dire que on aura 448,50 € et 448,50 €.
Passons maintenant à la question 2. Alors, dans cette question, on désigne les nombres de journées de ski par x et on considère les trois fonctions suivantes, f, g, h, f, g et h. Laquelle de ces trois fonctions représente une situation de proportionnalité? Bien évidemment, c'est la fonction h, parce que h de x égale un nombre fois x. Donc, la fonction qui représente une situation de proportionnalité est la fonction linéaire. Donc, dans notre exemple, c'est h. Ensuite, associer sans justifier chacune de ces fonctions à la formule ABC correspondante. Ici, la formule A, c'est la fonction h. Pourquoi h de x égale à 36,5x, rappelez-vous. Ici, pour 2, on a multiplié 36,5 par 2. Ici, on a multiplié 36,5 par 6. Et ici, on a multiplié 36,5 par 10. Donc, si je choisis x journées, donc on va multiplier par x. Ensuite, la formule B, c'est la fonction f. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on avait un fixe de 90 auquel je rajoutais 18,5 par journée. Comme la journée c'est x, donc c'est 18,5 fois x plus 90. Et enfin, la formule C, c'est la formule qui est fixe, qui ne varie pas. Donc c'est la fonction g. Donc g de x égale 448,5. Alors, dans la question 3, on vous dit que... plutôt, la question C, calculer le nombre de journées de ski pour lesquelles les montants à payer avec les formules A et B est identique. Alors, dans la formule C, on me dit, je veux que A et B soient identiques, c'est-à-dire je veux que la formule A soit égale à la formule B. Donc là, tout simplement, ils sont égaux si et seulement si on aura 36,5x égale 90 plus 18,5x. Donc on regroupe les données. Donc on a 36,5x moins 18,5x égale 90. On l'obtient encore une fois. Je rappelle que là, pour enlever 18,5x, je rajoute son opposé. Son opposé, c'est moins 18,5x. Donc c'est pour ça qu'on rajoute de ce côté 18 moins 18,5x et ici moins 18,5x. Normalement, à ce stade de l'année, vous maîtrisez la résolution des équations du premier degré. Donc on aura le membre à gauche 18x et du membre à droite égale 90. Donc on multiplie par l'inverse de 18, c'est-à-dire 1 sur 18, et on aura que x égale 90 sur 18. Sauf que 90, c'est 9 fois 10. Et 18, c'est 9 fois 2. Je simplifie 9 et 9. Et 10 sur 2, ça me donne 5. Donc, pour que la formule A et la formule B coïncident, il faut un abonnement, il faut 5 jours de ski. Et effectivement, si on calcule l'image de 5 par la fonction h, on va trouver 182,5.
et l'image de 5 par la fonction f, on va trouver 90 plus 18,5 fois 5, et qui va me donner aussi 182,5. Voilà, donc là on va passer à l'exercice, la question 3, c'est par rapport au graphique. Donc dans la question 3a, on vous dit associer à chaque représentation graphique D1, D2 et D3 la fonction f, g ou h correspondante. Alors, déjà, la D2, c'est une droite qui passe par l'origine, donc c'est celle qui représente la situation de proportionnalité. Or, la situation de proportionnalité correspond à une fonction linéaire, et la fonction linéaire, c'est h de x. Donc là, on aura tout simplement h de x, qui est égal à 36,5x. Ça, c'est la droite D2. Ensuite, D3, c'est une droite qui ne passe pas par l'origine, et c'est la représentation graphique d'une fonction affine. Donc ici, la fonction affine, c'est f de x. Donc on aura f de x qui est égal à 90 plus 18,5x. Ça, c'est la droite D3. Et enfin, donc la fonction constante, 1, g de x, qui est égal à 448,5, représente la droite D1, celle qui ne varie pas. Passons maintenant à la question B. Alors, dans la question B, on vous dit déterminer le nombre maximum de journées pendant lesquelles on peut skier avec un budget de 320 € en choisissant la formule la plus avantageuse. Alors, il possède un budget de 320 € maximum. Donc on va calculer avec les 3. Bon, déjà, la G on l'élimine parce que c'est 480. Donc on n'aura que soit la formule des deux, soit la formule 1 des 3. Donc là, cette question-là, je vais la faire de deux manières différentes. Je vais d'abord la faire graphiquement, et ensuite je vais la faire par le calcul. Donc, 320 €, on est là. Donc ici, donc là, on voit bien que on la coupe ici et ici. Pour D2, je suis là. Et pour D3, je vais être ici. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la formule D2 avec un budget maximal de 320 €, je passe, on va dire au maximum 8 jours. Et pour la formule 3, D3, je passe environ 12 journées. Donc là, c'était la méthode graphique. Donc, méthode 1, graphiquement. Donc, par lecture graphique, avec la formule A, en ayant un budget maximal de 320 €, il pourra
qui est 8 jours maximum. Tandis que avec la formule B, il pourra, ce qui est 12 jours. Donc là, c'était graphiquement. Maintenant, on va le faire algébriquement, c'est-à-dire par les calculs. Donc, algébriquement, on fait comment? Donc, on sait qu'on a un budget de 320 euros. On sait que la formule A, c'était la fonction h de x. Et on cherche x. Donc, on va faire h de x, h de x égale 320. Ce qui fait que 36,5x égale 320. Ce qui donne x égale 320 sur 36,5. Ce qui donne environ 8,8. Donc, comme on calcule en termes de journée, donc ça veut dire que je vais avoir 8 journées avec la formule A. Tandis qu'avec la formule B, donc on aura f de x, la même chose, égale 320. Donc on remplace 90 plus 18,5 x égale 320. On regroupe les termes, donc on aura 18,5 x égale 320 moins 90, ce qui donne 18,5 x égale 230, ce qui fait que x égale 230 divisé par 18,5, ce qui donne environ 12. Et on retrouve par le calcul ce qu'on a trouvé tout à l'heure par le graphique. Alors encore une fois ici, vous utilisez la méthode qui vous paraît la plus simple et la plus rapide à réaliser. Passons maintenant à la question C. Alors on vous dit déterminer à partir de combien de journées de ski devient avantageux de choisir la formule 1C. Alors ici, donc on va réécrire. En fait, là on a celle-là, c'était la formule A, et celle-là, c'était la formule B. Alors là, on vous dit déterminer à partir de combien de journées de ski il est avantageux de choisir la formule C, celle-là. Bon. Donc, on voit bien que ici, il y a deux points d'intersection. Ici et ici. Voilà. Quand on regarde donc la formule C, ça, c'était la formule C. En fait, de là jusqu'à ce point-là, en fait, la plus avantageuse, c'est celle où je paye le moins. Donc, c'est la formule A. À partir de ce point-là, la formule A, je paye plus que celle-là. Maintenant, avec la formule B, on voit bien que la formule B, la formule A, elle est avantageuse. Alors, en fait, on va être plus rigoureux. Voilà, donc on a 3 points. Ce point-là, ici, c'est l'égalité entre la formule A et la formule B. Ce point-là, c'est l'égalité entre la formule A et la formule C. Et ce point-là, donc je vais utiliser une couleur différente, c'est l'égalité entre la formule B et la formule C. Alors, de là jusqu'à environ 5 jours,
Si je suis avant 5 jours, la formule A est plus avantageuse que la formule B. 5 jours, formule A, formule B, peu importe. À partir de 5 jours, la formule B, elle est plus avantageuse que la formule A. Jusqu'à peu près 12 jours. Jusqu'à 12 jours, hein, la formule A et la formule C, c'est pratiquement pareil. Tandis que la formule B, elle est plus avantageuse. À partir de 12 jours, la formule C, elle est là, elle est plus avantageuse que la formule A. Jusqu'à environ 19 jours. À partir de 19 jours, après 19 jours, on voit bien que la formule B augmente et la formule C reste stable. Donc la formule C par lecture graphique la formule C est la plus avantageuse à partir de 20 jours de ski. Alors pourquoi 20? Parce qu'ici en fait on dépasse les 19, c'est 19, quelque chose. Donc quand on compte en nombre de journées, à partir de 20 journées, vaut mieux prendre la formule C parce que c'est elle qui est la plus avantageuse. Et voilà.